Parce que ça peut paraître surprenant de faire un livre sur un sujet qui peut paraître un peu technique comme ça, mais ça n'est pas un sujet technique, l'aide publique au développement. L'aide publique au développement, c'est aujourd'hui le seul instrument dont nous disposions qui soit un instrument de redistribution planétaire et de solidarité planétaire. C'est le seul instrument qui nous permet, qui me permet de vous dire, mais savez-vous que depuis les années 90, nous avons réduit de 75% l'extrême pauvreté dans le monde. Savez-vous, parce que je ne sais pas si les gens l'ont en tête. Elle devait être éradiquée en cette extrême. Et elle doit être éradiquée en 2030 et nous savons comment faire. Alors évidemment, notre trajectoire a dévié. Non, mais alors là, ça ne prend pas le bon chemin. Le problème, c'est que notre trajectoire, d'ailleurs, a dévié avant même la crise du Covid-19. Alors je vous laisse imaginer ce que fait la crise du Covid-19. Je vous rappelle que les chiffres, c'est que a priori en 2021, nous allons avoir, du fait de la crise, 150 millions de pauvres supplémentaires dans le monde. D'extrêmes pauvres supplémentaires dans le monde. En 1981, vous aviez dans le monde, vous le savez, 44% de gens qui vivaient dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins d'1,90 $ par jour. Et par personne. 44%, vous vous rendez compte ? Eh bien, là, nous sommes à un peu moins de 10% de gens dans le monde qui vivent dans l'extrême pauvreté. Vous voyez comment nous avons réussi à la réduire. Et l'aide publique au développement a été l'un des facteurs essentiels. Et c'est ce que je dis dans le livre, c'est qu'en réalité, cette aide publique au développement et les efforts aussi des investissements privés, il ne faut jamais les opposer, les deux vont ensemble, mais l'aide publique au développement permet de soutenir, disons, des structures, permet de soutenir des secteurs sociaux, la santé, l'éducation, etc., qui vont faire que la croissance, quand elle arrive, va profiter vraiment à toute la population et pas qu'à une élite. C'est ça ce que permet l'aide publique au développement. Mais vous avez raison, ces dernières décennies, en fait, elle a surtout profité à faire sortir de l'extrême pauvreté dans des régions comme l'Asie et l'Amérique latine, et moins en Afrique où se concentre aujourd'hui exactement, où se concentre aujourd'hui l'extrême pauvreté. Et l'Afrique subsaharienne, qui concentre quand même le plus aujourd'hui de ces extrêmes pauvres, et on sait qu'à horizon 2030, 9 extrêmes pauvres sur 10 devraient être en Afrique subsaharienne. C'est ce qu'on appelle les pays les moins avancés. Et ces pays les moins avancés, c'est ceux qui bénéficient le moins de notre aide publique au développement. Vous voyez, et la meilleure façon d'avoir une réflexion politique avancée sur ces sujets-là, c'est d'y mêler l'opinion publique pour que l'opinion publique comprenne les enjeux, les tenants et les aboutissants, et que du coup, il y a une forme de bon sens qui s'exprime. Mais attendez, mais pourquoi est-ce que aujourd'hui vous aidez davantage des pays intermédiaires que des pays très très pauvres? Et moi, je vais vous répondre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que la France fait ça, par exemple? Parce qu'une grande part de l'aide publique au développement de la France est constituée sous forme de prêts plutôt que de dons. Or, les pays les moins avancés du monde sont ceux qui n'ont pas les structures qui permettent d'absorber des prêts, qui ont besoin de dons. Le Japon consacre à 50% de son aide publique au développement aux pays les moins avancés. D'accord ? Nous sommes en France à 26%. Donc vous voyez qu'il y a quand même du chemin. Alors nous, ce que nous demandons déjà en termes quantitatifs, c'est que cette aide publique au développement française, qui est aujourd'hui de 0,44% de notre richesse nationale, je vous rappelle que ça fait 60 ans qu'on s'est engagé à ce qu'elle soit à 0,7. On n'y est toujours pas. Nous demandons à ce qu'elle soit à 0,7 en 2022, par exemple. En période de crise, justement, normalement, c'est le moment où on prend conscience des interactions et des interdépendances entre nous, et que franchement, ça ne servira à rien de faire des choses sur notre territoire si on n'est pas capable de stopper les horreurs à l'autre bout du monde. Parce que les horreurs, l'extrême misère, etc., de l'autre bout du monde, ça se traduit très rapidement en file de réfugiés qui arrivent à votre porte. La malnutrition. L'incapacité qui est la nôtre à lutter contre les changements climatiques à l'autre bout du monde, elle se traduit très rapidement, évidemment, par des effets sur notre propre environnement. Et notre propre environnement, d'ailleurs, en France, prenons notre pays, qui sait que ça affecte en premier les changements climatiques, les désordres climatiques? C'est évidemment les populations les plus pauvres de nos pays. Bon, donc évidemment que tout ça est lié. Et donc l'un de ces mythes que je défais justement dans le livre, c'est est-ce que le fait qu'on va consacrer 0,7% de notre richesse nationale à aider ces pays les plus pauvres va nous léser? Répondre aux effets de la crise chez nous. Non, enfin pour une comparaison, je veux dire en France, les dépenses sociales qu'on consacre à notre propre population représente 32% de notre richesse nationale. Donc 32%, 0,7%. Ça, on n'est pas vraiment sur de la concurrence.